Oui, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous propose que nous commencions cette session 16 consacrée à l'informatique pour la statistique. Donc, j'ai le grand plaisir et l'honneur de présider cette session. Donc, une session à laquelle est rattachée 4 contributions, dont une est une contribution associée. Dont le titre est Automatisation de la production des infos rapides justice à la charte graphique du SSER, donc le service statistique de la statistique des études et de la recherche, pardon, donc du SSM Justice, au format PDF à l'aide d'un outil combinant R Markdown et PageDown. Donc c'est une contribution associée que vous retrouverez sur le site des JMS. Je vous invite à la télécharger. Et par ailleurs, on m'a dit dans l'oreillette que cette contribution serait présentée, ce travail sera présenté lundi prochain dans le cadre du séminaire des Data Scientists du SSP. Et donc voilà, donc si vous souhaitez avoir une présentation par les autrices et auteurs de cette contribution associée, vous pouvez encore vous inscrire. Donc c'est organisé par le SSP Lab. Voilà. Donc, mais donc pour l'instant, on aura donc 3 contributions qui vont vous être présentées. La première, donc par Pierre Lamarche et Romain Le Sur, Lost in Translation, quel langage pour la statistique et la data science? Voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, ce sera Romain Avoie qui vous présentera la contribution par lui-même, Thomas Faria et Frédéric Comte, mettre les technologies cloud au service de la production statistique. Et enfin, Lino Galliena vous présentera le travail qu'il a réalisé avec un certain Romain Avoic sur la reproductibilité au service de la recherche et de la mise en production des projets statistiques. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Voilà. Romain, Pierre, je vous laisse la parole. Donc 15 minutes, les 10 minutes de questions à la fin et je serai impitoyable. Alors peut-être voici s'il fonctionne. Bonjour. Ah oui, il fonctionne. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Romain Le Sur. Je suis responsable de l'unité SSP Lab au sein de la direction de la méthodologie de la coordination statistique internationale, donc à l'INSEE, l'unité d'innovation en data science. Et donc, on fait cette présentation à 2 voix aujourd'hui avec Pierre Lamarche, qui est chef de l'unité innovation et stratégie du système d'information au sein de la direction du système d'information de l'INSEE. Ce n'est pas un hasard que les 2 chefs d'unité en charge de l'innovation à l'INSEE vous présentent une contribution commune aujourd'hui. Vous pouvez voir, et c'est bien notre objectif, cela comme des éléments de doctrine par rapport à des questions qui se posent aujourd'hui à l'INSEE, puisque les serveurs SAS vont être définitivement coupés à la fin du mois de décembre à l'INSEE. Il s'agit donc d'une année extrêmement particulière pour l'INSEE, et de nombreuses questions se sont posées à cette occasion, s'agissant de la transition à des langages open source, principalement R. Et nous avons entendu ces dernières années 2 types de questions. Première question, mais pourquoi passer à R alors que Python semble dominer la data science? N'eût-il pas été plus intelligent et plus stratégique de passer à Python plutôt qu'à R? Première question. Et d'autres questions que nous avons aussi entendues, à savoir, ça a été difficile de passer de SAS à R. J'espère que nous ne passerons pas à Python un jour. Et nous allons chercher à répondre à cette question, à savoir, à ces questions, à savoir, allons-nous changer très régulièrement de langage ou pas? Et quelle est la grille d'analyse? Donc on va vous proposer une grille d'analyse et des éléments de réponse au cours de cette présentation. Tout d'abord, au cours des dernières années, on s'est aperçu de 2 grandes questions. Historiquement, on a une très forte dépendance à un langage propriétaire qui est SAS, avec un fort bénéfice, à savoir que c'était très stable. Les programmes écrits en SAS pouvaient tourner pendant des années. Mais depuis 2010, et là vous le savez toutes et tous, on a eu de très fortes innovations dans le domaine de la data, entre guillemets, le terme est très mal choisi, mais qui ont été très largement portées par l'open source, à savoir les langages R et Python principalement. Il y en a d'autres, mais c'est surtout les langages R et Python qui ont montré un fort dynamisme et la mise à disposition d'innovations pour le statisticien. Et derrière, en creux, il y a une autre question qui a émergé, à savoir notre dépendance par rapport à un éditeur d'un logiciel propriétaire. Et donc, la question, et qui est très prégnante actuellement, de l'autonomie stratégique
et de la souveraineté numérique, puisque, ça fait finalement 2 ans maintenant, que le ministère de l'économie et des finances, auquel l'INSEE est rattaché, a intégré les questions de souveraineté numérique. Et donc la question en creux, c'est quelle dépendance par rapport à ces éditeurs de logiciels. Et la principale question qui s'est révélée pour les praticiens, notamment de R, mais c'est aussi vrai pour Python, est que ces langages sont mouvants, amènent de l'innovation, mais ils sont mouvants et c'est compliqué pour les utilisateurs d'arriver à concilier une forme de stabilité, c'est-à-dire d'écrire un programme qui durera dans le temps. Comment faire pour concilier finalement ce besoin de stabilité, qui est un besoin opérationnel, avec cette exigence d'innovation qui tient au fait qu'on se doit de conserver et d'adopter des méthodes à l'état de l'art. Alors, historiquement, dans le papier, on brosse un historique plus détaillé, mais on a eu plusieurs périodes. Avant 2010, on était très dépendant à ces outils propriétaires qui étaient reproductibles de fait. À partir de 2010, on a eu l'explosion de ce qu'on a appelé du big data, l'émergence de la data science, et à partir de 2015-2020, le développement du machine learning avec les enjeux associés qu'on va voir à travers les autres présentations de cette session sur la mise en production et le maintien en conditions opérationnelles de modèles de machine learning en production. Et l'innovation n'a cessé dans l'écosystème data. Et on a vu également, depuis 2020, l'émergence, la popularisation de formats beaucoup plus légers. Donc Parquet, ça, on en a parlé, il y a eu une présentation ce matin par Lino du format Parquet, et d'outils tels que DuckDB qui se sont popularisés et qui ont finalement résolu les problèmes du big data. On a aujourd'hui, enfin depuis 3 ans maintenant, l'IA générative qui s'est fortement développée, et on voit que ce cycle d'innovation est perpétuel et que c'est un enjeu pour la statistique publique que de rester à la pointe, et il faut bien avoir à l'esprit que tout cela se développe via l'open source. Sans l'open source, on n'aurait pas une telle vitesse de dissémination des innovations. Et si aujourd'hui on veut utiliser les dernières innovations dans le domaine de la data science, il n'y a d'autre choix que d'utiliser des langages open source tels que R et Python. L'open source est très vaste. Il y a 2 principaux courants. Le premier est celui du logiciel libre. Donc 2 courants politiques et culturels. Le premier, c'est celui du logiciel libre, qui est vraiment centré sur les droits des utilisateurs. Et il faut retenir principalement que la caractéristique, c'est l'utilisation de licences dites contaminantes, à savoir si je prends du code qui est sous une licence dite libre, alors mon code et que je l'intègre dans mon code, alors ça contamine la licence de mon code, il devient aussi un code libre. Et à côté de ça, on a un autre mouvement qui est le logiciel open source, qui est beaucoup plus basé sur les licences permissives et qui est centré sur la qualité du produit et du logiciel. Cette distinction, elle est importante puisque les logiciels libres avec licence contaminante font un peu effet repoussoir par rapport à l'industrie privée qui préfère utiliser des logiciels à licence permissive pour les intégrer dans leurs solutions propriétaires. Ce point est très important, on va le voir ensuite. Une caractéristique importante, c'est que les logiciels libres sont construits, bâtis, maintenus par des communautés. Et on n'a pas un éditeur en face. C'est-à-dire utiliser un logiciel libre, ça veut dire s'inscrire dans une communauté d'utilisateurs, mais aussi de mainteneurs, une réelle communauté professionnelle. Et il y a, et ça rend la lecture difficile, il y a en fait, même au travers d'un seul langage comme R ou Python, beaucoup de communautés différentes. R et Python, on vous a mis un petit tableau de synthèse, sont tous les deux nés à peu près à la même période, au début des années 90, mais ont des communautés extrêmement différentes. R est un langage qui a été créé par les statisticiens pour les statisticiens, et a essentiellement pour communauté de contributeurs et d'utilisateurs des statisticiens, des économètres et des biostatisticiens. Python a été très largement adopté par tout le reste de la communauté scientifique.
Et une des grosses caractéristiques, une des grosses différences, c'est que R a une licence dite contaminante et Python une licence permissive. Et donc, de fait, Python a été beaucoup plus attractif par l'industrie privée. Et comme vous le savez, dans le domaine de la data science, de la data en général, du big data et de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une recherche qui se passe essentiellement chez des acteurs privés. Et donc, ces innovations, notamment en matière d'intelligence artificielle, sont disséminées à travers l'écosystème Python et pas R, pour l'intelligence artificielle générative. On a des fondations qui soutiennent ces langages, et chacun ont finalement des points forts, mais qui tiennent à leur communauté. À savoir qu'en R, par exemple pour les sondages, l'écosystème R est formidable, alors que l'écosystème Python est extrêmement lacunaire pour travailler sur des données d'enquête probabilistes qui prennent en compte les poids. En économétrie, c'est un petit peu pareil. Et à l'opposé du spectre, tout ce qui va être machine learning, intelligence artificielle, la communauté, c'est Python. Donc finalement, la question qu'il faut se poser en tant qu'utilisateur d'un logiciel open source, c'est quelle est la communauté qui a construit les outils, dans quelle communauté je m'insère. Donc du coup, ce qu'on dit ici, c'est que d'une certaine manière, le dilemme R versus Python, il n'existe pas vraiment. On ne va pas choisir un langage, on va choisir un écosystème qui est bâti par une communauté d'utilisateurs, etc. Et donc du coup, il va falloir distinguer les usages qu'on veut appliquer dans la statistique publique et choisir les bons écosystèmes qui permettent d'adresser ces différents usages. In fine, il n'y a pas vraiment de vainqueur unique. Si on veut faire du traitement de données, on voit qu'il y a des convergences des écosystèmes. Parce qu'en réalité, R ou Python n'est pas vraiment le sujet. Les deux langages utilisent des outils tiers, comme DuckDB qu'on a déjà mentionné, Polars ou encore d'autres solutions qui permettent en fait de faire du traitement de la donnée, de traiter les sujets de volumétrie et de reproductibilité qu'on peut avoir avec ces outils-là et de le faire dans le langage qu'on utilise habituellement. C'est-à-dire que si vous voulez faire par exemple du tidyverse avec du DuckDB, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Et donc du coup, on découple en fait la question du langage à proprement parler, comment je spécifie mon traitement, comment je le décris à la machine, et de sa résolution concrète. De la même manière, Romain l'a déjà dit, pour tout ce qui est données d'enquête, on voit que l'écosystème R prédomine, parce que c'est un écosystème qui a été massivement investi par les statisticiens, que les statisticiens ont à traiter de manière générale des données d'enquête, que le monde académique qui travaille sur les sujets de méthodologie d'enquête travaille généralement avec R, et que c'est extrêmement lié aussi au sujet de la licence, c'est-à-dire que c'est plus adapté au monde libre qu'au monde open source privé. Donc ça, c'est pour les données d'enquête. Et puis, tout ce qui est traitement du langage naturel, le machine learning, l'intelligence artificielle, c'est plutôt l'écosystème Python qui domine. Donc on voit que on a différents cas d'usage qu'on va pouvoir avoir entremêlés dans certains processus de traitement de données dans le service statistique public. Et donc, il va falloir adopter le bon langage ou le bon outil plutôt à notre problème. Et ça, c'est très important. Donc, il n'y a pas de réponse uniformément dominante. Il n'y a pas un langage qui s'impose. Et même, il faut bien se dire que R ou Python, c'est aussi dépassé dans la mesure où probablement il y a d'autres langages qui vont arriver dans le futur. Et donc, il faut se mettre en position d'adopter ces langages de la manière la plus facile possible. Alors, derrière tout ça, il y a tout un sujet où on veut à la fois pouvoir embarquer dans nos processus de traitement et de production de données des choses, des méthodes à l'état de l'art, donc du machine learning, de l'intelligence artificielle aujourd'hui, d'autres choses demain. Donc ça, on veut pouvoir faire de l'innovation et on veut aussi pouvoir concilier la stabilité, c'est-à-dire
s'assurer qu'à chaque fois qu'on relance une chaîne, on va reproduire le même résultat. Ça, c'était la grande promesse de SaaS. Simplement, SaaS ne permettait pas de faire de l'innovation comme on voulait. Et puis, il y a d'autres raisons qui prédominent au choix d'abandonner SaaS. Mais il faut bien avoir en tête que si on continue à faire du SaaS, parler de modernisation et d'innovation devient plus ou moins hors sujet. Et donc, il y a le sujet de la reproductibilité et il y a le sujet de la modernisation. Donc, ce qu'il faut, c'est adopter des bonnes pratiques, en particulier en matière de versionnage et d'outils collaboratifs. On parle ici de code, et donc l'outil Git qui permet de versionner le code, c'est un enjeu important. Donc vous voyez, on parle de langage, mais on parle aussi beaucoup d'outils. Et puis tout l'enjeu de la reproductibilité, en réalité, c'est des enjeux qu'on partage avec les communautés dont on vient de parler. Les communautés R et Python, elles ont elles aussi ces enjeux de reproductibilité très forts. Et donc, il faut adopter les outils qui s'imposent dans ces communautés. Donc, je cite ici Ranv côté R, UV côté Python, mais il y a des outils pour ça. Et il s'agit là de ne pas de réinventer la roue. Voilà. Et puis, il faut stabiliser tout ce que j'appelle dépendance système. Donc, c'est la notion de containerisation, qui est au cœur en fait des infrastructures informatiques qu'on veut développer, dont on veut que l'usage se développe au niveau de l'INSEE et évidemment, idéalement au niveau du SSP. La containerisation, c'est cette idée que vous allez figer une solution système, une solution machine, et que vous allez pouvoir l'appeler à la demande et la réutiliser autant que vous voulez. Voilà. Romain en parlera aussi. Voilà. Donc il y a des sujets d'automatisation. Aujourd'hui, il y a trop de statisticiens qui font encore beaucoup d'opérations manuelles fastidieuses. Tous ces enjeux d'automatisation, ils peuvent être adressés aussi par l'adoption de nouvelles plateformes de data science. On a des exemples sur lesquels les statisticiens peuvent se former, en particulier le SSP Cloud, qui est produit et mis en production côté DIT à l'UNICI. LSCube, qui est une plateforme interne, qui est l'équivalent du SSP Cloud, mais en interne à l'INSEE. Et tout ça se base sur un logiciel qui s'appelle Onyxia, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Voilà. L'objectif, c'est d'offrir des environnements reproductibles et de favoriser l'autonomisation, ce que j'appellerais l'empowerment du statisticien par rapport à tous ces outils. Et donc c'est un sujet éminemment important dans les métiers de la statistique dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Et je pense que là, la transition est impeccable. On dirait qu'ils se connaissent. Donc voilà, Romain Avouac va nous présenter tout ça, en plus en détail. Je pense que c'est encore la meilleure manière de dire. On connaît la touche là. Hein ? Contrôle L. Okay. Informatique compliquée ça. Donc là, effectivement, bonjour à tous. La transition, elle est toute trouvée, donc je vais aller vite puisqu'on va reprendre exactement là où on s'est arrêté juste avant et aller un peu plus sous le capot et parler justement de ces nouvelles architectures qu'on voit émerger et qu'on commence vraiment à prendre en main et à bien connaître et expliquer pourquoi ces technologies cloud, qui paraît un sujet éminemment informatique, est en fait un sujet éminemment statistique et pourquoi on a intérêt à s'en saisir. Donc le contexte, pareil, je pense que ça a été bien dit, et finalement les JMS le montrent. Au programme, on voit plein de très belles applications de data science, d'analyse textuelle, de deep learning pour les images satellites, plein de trucs qui ont vraiment du potentiel pour la statistique publique. Et ça, ce qu'on dit dans ce papier, qui est un document de travail de la méthodo, c'est un défi à l'intersection de la méthodologie et de l'informatique, parce que dans le monde de la data science, l'un ne va plus sans l'autre. C'est-à-dire ce qu'on peut faire en termes méthodo dépend éminemment de l'infrastructure informatique qu'on a à disposition et inversement. Et donc, là où il y a eu beaucoup finalement de papiers méthodo pour parler de toutes ces applications de data science, le processus informatique de vraiment où est-ce qu'on fait tourner ces calculs, en fait, il a été assez peu décrit en pratique. Et donc, nous, notre postulat finalement avec ce papier, c'est de dire le potentiel d'innovation lié à la data science, il est là, mais il reste un peu bridé, parce qu'on a des statisticiens, statisticiennes de plus en plus formés à l'école, formés sur le tas, formation continue, qui arrivent et qui veulent implémenter tous ces méthodes, ces nouvelles données, etc. Mais les environnements informatiques peuvent être un facteur limitant, et on l'entend vraiment quand on discute avec les collègues data scientistes de l'État en général.
Et donc la question qu'on se pose dans ce papier, c'est comment construire un environnement de data science moderne pour les statisticiens. Alors, il y a 3 gros défis qu'on identifie, il y en a sans doute plus, on s'est concentré sur 3. Le premier, c'est de choisir des infrastructures informatiques adaptées aux données volumineuses, potentiellement big data, adaptées aux nouveaux modèles de machine learning qui nécessitent des ressources particulières, notamment les GPU, dont on entend beaucoup parler avec les LLM. L'autre défi, c'est construire des environnements qui favorisent l'expérimentation, qui sont un peu moins bloqués, on va dire, qu'avant, des environnements bac à sable sur lesquels on peut casser, tester, innover, tester de nouveaux outils, déployer très rapidement une application Shiny, une preuve de concept, tout ce qu'on avait du mal un peu à faire avant et qui pourtant fait avancer les usages très rapidement. Et dernier défi, ça a déjà été dit, c'est vraiment ne plus penser les expérimentations comme des expérimentations, mais se dire comment on va les mettre en production en fait. Et ça nécessite des environnements qui encouragent la reproductibilité. Lino va en parler tout à l'heure, mais nous, ce qu'on défend, c'est de dire la mise en production, c'est un sujet de reproductibilité. Et par ailleurs, de faire converger les infrastructures. Alors, les infrastructures sur lesquelles travaillent les statisticiens et les infrastructures de production d'autre part, en se disant que si on travaille sur des infrastructures qui sont sous les mêmes technos, le passage de l'un à l'autre sera largement facilité. Et c'est ce qu'on observe vraiment en pratique avec ces nouvelles infras. Donc, globalement, le facteur commun, selon nous, c'est un besoin de plus d'autonomie. Et notre postulat, c'est de dire les technologies cloud, elles sont vraiment très intéressantes et on aurait tort de ne pas s'en saisir, et c'est ce qu'on fait en fait. Donc, très rapidement, technologie cloud, ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste que le poste de travail de l'utilisateur devient non plus l'endroit où on fait tourner les calculs, mais un point d'accès à des ressources de stockage et de calcul qui, elles, sont centralisées. Et là, on a un graphique qui est très INSEE-centré, qui est vraiment l'évolution de nos infrastructures, avec un espèce de pré-cloud qui était AUS, puis ensuite les nouvelles infras qui ont été évoquées. Mais on ne va pas se concentrer ni sur le projet Onyxia, ni sur l'INSEE. On va vraiment essayer de parler un peu des principes sous-jacents de ces infrastructures pour que ça serve à tout le monde. Alors, premier défi, on l'a dit, c'était choisir des infrastructures informatiques adaptées et qui permettent notamment le passage à l'échelle. On a beaucoup d'applications très volumineuses. De plus en plus, on veut croiser les sources, faire des appariements, et tout ça, c'est évidemment de la volumétrie. Voilà, on a des tables globalement très volumineuses. Donc, dans le papier, on fait un descriptif assez historique et assez long de l'évolution des infrastructures de données. Là, on va le faire très rapidement, donc désolé si c'est un peu indigeste, mais c'est quand même important pour la discussion. Donc, globalement, à l'origine, on avait un peu les bases de données que un peu tout le monde connaît et qu'il n'est pas question de ne plus utiliser, parce qu'elles rendent beaucoup de services. Le problème de ces bases de données, c'est que la façon dont on les fait croître pour adapter à la volumétrie croissante des données, c'est ce qu'on appelle la scalabilité verticale. On les fait croître verticalement en ayant des machines sous-jacentes qui sont plus puissantes. Ça, c'est rapidement coûteux. Donc, dans les années 2000, on a une arrivée des infrastructures big data usuelles qui, là, vont avoir un modèle horizontal où l'idée, c'est de dire on va prendre plein de machines qui sont chacune pas très puissantes, mais qui, en fait, en distribuant bien les calculs et la donnée, vont faire beaucoup mieux et vont permettre de traiter des téraoctets, voire des pétaoctets de données selon les cas, donc qui ont vraiment beaucoup marché. Donc la question, c'est est-ce qu'on a envie de ça pour construire des infrastructures de data science à l'INSEE ? Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'il y a plusieurs problèmes, et le principal, c'est un peu technique, mais c'est l'histoire de colocalisation du stockage et des calculs. C'est-à-dire que ces machines, en fait, la donnée et la puissance de calcul est vraiment au même endroit. Et ça pose un peu un problème, parce que quand on regarde la façon dont travaillent les statisticiens, et notamment, ça rejoint des enseignements de Jordan Tigani, qui a fait un article qui a un peu marqué les esprits, Big Data is Dead, alors que c'est lui-même l'ingénieur en chef de Google BigQuery, c'est-à-dire vraiment un des gros poissons, on va dire, dans la mare des infrastructures Big Data. Et ce qu'il dit, c'est en fait, quand on regarde un peu ce qui se passe, oui, certes, on a besoin de stocker beaucoup de données, notamment pour stocker tout l'historique d'une source, etc. Mais en fait, quand on regarde ce que font les gens au quotidien, les statisticiens, statisticiennes, ils vont utiliser finalement assez peu. Ils vont utiliser soit le dernier millésime, les derniers jours, la dernière semaine. Ils vont utiliser certaines colonnes et pas les fichiers entiers. Et donc finalement, on traite rarement tous les fichiers. On a rarement besoin de faire des calculs sur tout ce qu'on stocke en fait. Et donc, on a un besoin de découplage, de pouvoir laisser en fait le stockage et le calcul grossir un peu indépendamment, notamment parce qu'on va stocker beaucoup plus. On va stocker des données qu'on va historiciser et garder. Et ça, on va utiliser un stockage qui s'appelle le stockage objet, stockage S3, parce que c'est Amazon qui l'a inventé, et qui est à la fois distribué et très économique, et qui permet de dissocier la couche de stockage. Et Pierre en a déjà parlé, mais voilà, ce qu'on va beaucoup utiliser, c'est la technologie de la conteneurisation,
qui permet de faire des environnements de calcul très élastiques, en fait, qui vont pouvoir grossir selon les traitements et inversement rester très, très limités en ressources selon les autres, et donc du coup avoir des choses beaucoup plus flexibles et adaptées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'était la vision très technique, très informatique, on va dire, mais il y a un pendant dans le monde des statisticiens avec 2 outils, et je ne vous fais pas un dessin, vous en avez déjà entendu parler plusieurs fois, Parquet, DuckDB, mais la raison pour laquelle on en parle autant, c'est que ça a vraiment un potentiel considérable, ces technologies. C'est des formats qui se diffusent de plus en plus, surtout parmi le monde du self, le monde des statisticiens. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont en commun et qu'est-ce qui est important de comprendre pour bien comprendre pourquoi ces technos, elles sont très importantes et elles sont en plus métalangage, donc elles sont valides en R, en Python, en Java, que sais-je, ce qui est assez utile. C'est vraiment ce côté orienté colonne. Et en fait, quand on regarde les traitements des statisticiens, c'est des traitements plutôt de nature analytique, c'est-à-dire des traitements où on va en général faire des opérations sur des colonnes, faire des agrégations par groupe, on va rarement utiliser toutes les lignes, on va filtrer par certaines variables, etc. Et donc, du coup, le fait de représenter des données de manière en ligne, comme le font les bases de données traditionnelles, les fichiers CSV, par exemple, etc., ce n'est pas la bonne façon, parce que pour pouvoir traiter une colonne, on le voit bien, il faut lire l'entièreté du fichier. Inversement, quand on stocke en colonne, comme le font Parquet, DuckDB, on s'affranchit de ce problème et on a une solution qui est tout à fait idéale pour les traitements analytiques. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus exploitées. Donc, j'aimerais donner un petit exemple pratique. Ah non, pardon, c'est après. D'abord, faciliter le passage en production. Donc, c'était l'autre défi. Si on se rappelle, on avait vraiment les infrastructures, les environnements bac à sable que sont les conteneurs et favoriser la mise en production. Donc, les conteneurs, ils ont vraiment des bonnes propriétés. C'est ces conteneurs qui sont à l'initiative de ces infrastructures comme LSCube, comme le SSP Cloud. D'abord, ils sont reproductibles par construction, c'est-à-dire qu'on fige l'environnement, comme l'a dit Pierre. Finalement, on ne s'échange plus du code, mais on s'échange un environnement qui permet de faire tourner le code, ce qui est quand même très, très satisfaisant. Et par ailleurs, et c'est un peu la conséquence, ils sont portables, c'est-à-dire que leur reproductibilité, si ça a tourné à un endroit, on sait que ça tournera sur une autre infra conteneurisée de la même nature, pourvu que les ressources soient accessibles. Et là encore, ça résout vraiment énormément ce mur de la production qu'on peut voir. D'autant plus si on harmonise les infrastructures entre là où les statisticiens font leur développement et là où ensuite ça va tourner en production. Ce qui permet bien entendu une meilleure fluidité entre les équipes puisqu'on ne s'échange plus du code et toute la frustration qui va avec, on s'échange des choses dont finalement on garantit que ça a tourné comme il faut. Donc je voulais donner cette fois un exemple pratique. Alors dans le DT, Thomas décrit un exemple qui est assez compliqué, qui est comment on met du machine learning en prod grâce à tous ces principes, qui ne s'explique pas vraiment en 2 minutes. Donc, je vais proposer un exemple illustratif récent et plus rapide avec Résil, sur lequel moi je travaille et que je présenterai demain, pour expliquer, parce que je pense que ça résume très bien cette histoire de tout ce qu'on a raconté jusque-là. L'idée étant que Résil, pour le faire très vite, ça accueille toute une variété de sources et ça les met en parquet dans un entrepôt pseudonymisé et ensuite ça vient alimenter du coup un répertoire des individus, un répertoire des logements et à partir de ça, il y a une chaîne qui va produire un univers de référence. Et cette chaîne, c'est un ensemble de batchs métiers, une vingtaine de batchs métiers au sens où c'est vraiment des règles fiscales, des règles de localisation et tout un tas de choses comme ça. Et l'architecture qui avait été choisie, c'est de le faire tourner tout dans la même base de données, finalement, la base de données Postgre qui stocke à la fois le répertoire des individus et des logements. Et en fait, ça a plusieurs problèmes. D'abord, en termes de performance, parce qu'on fait tourner justement des batchs, comme je l'ai dit, analytiques, qui sont plutôt des traitements par colonne sur une infrastructure qui, elle, est transactionnelle, donc qui est fait plutôt pour gérer le fait que on accueille des sources et donc on va mettre à jour ligne par ligne des répertoires, ce pourquoi elle est tout à fait pertinente pour le coup. Et par ailleurs, en tant que statisticien, on était très limité parce qu'on était dans cette position un peu inconfortable où finalement on voulait faire évoluer, faire plein de variantes méthodologiques, mais on ne pouvait pas vraiment, parce que ce qu'on s'échangeait, ce n'était pas vraiment du code, c'était des spécifications d'un côté, puis qui arrivaient dans du batch SQL de l'autre. Bref, on avait un peu ce phénomène lost in translation dont parlaient Romain et Pierre. Et donc comment on a fait grâce aux technos dont on a parlé ? On a utilisé cette infrastructure de self-conteneurisée dont on parle, qui est à l'INSEE et LSCube, mais qui pourrait tout à fait s'appeler autrement ailleurs, et pour découpler justement les traitements entre le stockage qui se fait du coup sur le Postgre, et découpler la couche de compute, ce qu'on appelle le calcul, et utiliser cette nouvelle technologie qui est très importante et qui est DuckDB et qui est particulièrement adaptée aux batch analytiques comme le sont les requêtes métiers de l'univers de référence.
Et au final, on a un gain de performance considérable, puisqu'on passait d'environ 10 heures de production à peu près 30 minutes, ce qui laisse tout à fait le loisir de faire plein de variantes méthodologiques. Et par ailleurs, on a l'autonomie pour mener ces évolutions, puisque les requêtes SQL, SQL, ça a l'avantage d'être un langage qui est parlé à la fois par les informaticiens et par les statisticiens. Et si on veut aller vers de la mise en production de cette solution, on peut tout à fait, justement parce qu'on développe ça sur une infrastructure conteneurisée destinée aux statisticiens, qui a à peu près la même technologie que celle qui tourne en production côté informatique. Donc voilà, je pense que la morale de cette histoire, c'est vraiment que méthodologie et informatique, en l'occurrence, vont de pair. On ne peut pas penser l'un sans l'autre, et je pense que cet exemple le montre très bien. Donc, conclusion très rapide, nous, ce qu'on dit, c'est que technologie cloud et statistiques publiques, c'est vraiment un duo gagnant, et on aurait tort de ne pas investir dans ces technologies, et c'est clairement ce qu'on fait. Il y a vraiment une trajectoire dans cette direction. On a un logiciel open source, Onyxia, qui permet de mettre ces technologies au service des statisticiens et qui a de plus en plus d'instances, des instances dont on peut se servir à l'INSEE, ailleurs, en interministériel, et des instances assez prestigieuses à l'extérieur. Et pour finir, on peut dire que quand même, ce qu'on note dans le papier, on a une longue discussion pour dire ce n'est pas un choix neutre d'aller vers les technologies cloud, ce n'est pas ce qu'on dit. Notamment, il y a une montée en compétences nécessaire, ce qu'on appelle le prix de l'autonomie. Ça rend très autonome, mais bien sûr, ça implique de changer la façon dont on fait des calculs, puisqu'on n'est plus dans le même monde, le monde un peu Windows où on est à la maison. Là, c'est un peu différent. On a de stockage qui est d'un côté, le calcul ailleurs, etc. Mais ce qu'on dit et ce qu'on pense avec l'INO, c'est qu'avec un effort continu d'accompagnement et de formation, on arrive globalement à passer cette marche et qu'il y a des gains collectifs considérables pour les organisations. Voilà, merci. On a même de l'avance. Dites donc, merci beaucoup. Donc, à toi, Lino. Alors, hop. Tu as bien 15 minutes, comme les autres. Oui, pour une fois que j'ai 15. Voilà. Alors, je ne vais pas vous dire le titre en entier de la communication. Hop là, j'ai pas mis le mode plein écran, je crois. Comme tout bon geek, j'ai des compétences numériques affligeantes. Alors du coup, merci à tous d'être venus ici. Avec Romain, vous aviez la tête dans le cloud. On va revenir un tout petit peu sur Terre quelques instants, mais vous allez voir qu'en fait, tous les problèmes que je vais évoquer, les problèmes de reproductibilité, en général, la réponse, ça va être une des solutions qui a été évoquée, soit par Romain, soit par Pierre, soit par aussi Romain. Du coup, juste pour redonner un tout petit peu le contexte. On est dans un monde où, dans de nombreuses disciplines scientifiques, on a des papiers qui viennent évoquer une crise de la reproductibilité, de la réplicabilité. Je ne vais pas épiloguer sur la différence entre ces deux concepts. Je vais utiliser de manière indifférente reproductibilité tout au long de la communication, mais voilà. Comme tout bon statisticien, j'ai aucune mémoire des chiffres, donc je me souviens plus des chiffres dans ces publications, mais globalement, il faut avoir à l'esprit que ce soit dans le monde de la médecine, la première référence, dans le monde de l'économie, je vais revenir dessus, dans la deuxième référence, ou dans le monde du machine learning, troisième référence, la plupart des papiers scientifiques qui sont évalués par les pairs ne peuvent être reproduits. C'est-à-dire que vous avez eu beaucoup de travail scientifique qui a été mis en œuvre. Vous avez eu des pairs parfois de très haut niveau qui ont relu le papier de manière très pointue et il y a des conclusions, parfois qui entraînent des politiques publiques. Et derrière, quand on essaye de rejouer ces papiers-là, avec les mêmes données ou avec de nouvelles données, on est incapable de reproduire les résultats. Et ça, je citais 3 disciplines, mais il y en a dans à peu près toutes les disciplines scientifiques empiriques. C'est un problème qui est assez similaire d'ailleurs dans le monde de l'industrie. Alors là, on parlera plutôt de mur de la production, où vous avez des expérimentations, des équipes qui développent des prototypes extrêmement raffinés, qui sont censés être porteurs de valeur, c'est-à-dire de gains de chiffre d'affaires. Et derrière, en fait, quand on veut les mettre en production, c'est-à-dire vraiment tirer la valeur de ces prototypes, en fait, on est souvent obligé de repartir de zéro.
Alors les facteurs, ils sont multiples. Je vais surtout parler de l'enjeu scientifique plus que industriel de la reproductibilité, mais et je ne vais pas tous les évoquer, mais c'est des facteurs qui... Si vous faites de la recherche, vous les avez peut-être rencontrés. Alors, je vais pas vous dire que tout est noir parce qu'il y a de la lumière dans ce tunnel. Il y a des mouvements, notamment celui de la science ouverte. Il y a des acteurs qui essayent d'avancer sur ce sujet pour assurer plus de reproductibilité. Et notamment, vous avez des revues scientifiques, y compris dans les top 5 en économie, qui ont une politique très proactive de reproductibilité. Pour en citer une, c'est l'American Economic Association qui édite par exemple l'AER, l'American Economic Review, qui est une des top 5, mais qui édite aussi d'autres publications académiques qui font partie du Graal des économistes. En fait, il y a eu... Cette revue a fait face à des problèmes de reproductibilité assez importants à la fin des années 2000, au début des années 2010, notamment un papier que vous connaissez peut-être, Reinhard et Rogoff, sur l'effet boule de neige de la dette, qui a eu un problème de reproductibilité. Un étudiant, je crois, du MIT, enfin un doctorant du MIT, qui a eu les mêmes données. Reinhard Rogoff, enfin les auteurs lui avaient envoyé les données pour reproduire le papier. Il s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans ces données. En fait, en gros, c'était le PIB de mémoire de l'Italie et l'Irlande qui était faux dans les données qui avaient été compilées dans Excel, parce qu'il y avait eu beaucoup de gestes manuels. Et en fait, si on reprenait les bonnes séries, les conclusions du papier, quantitativement, voire même qualitativement, ne tenaient plus. Avec le code, avec l'analyse. Donc ça a quand même amené à une forme de prise de conscience dans les revues et l'AER est extrêmement proactive dans le domaine. Elle a notamment un data editor qui s'appelle Lars Villuber, c'est la date de 2018 qui a été nommé, qui met beaucoup de ressources en ligne pour améliorer la reproductibilité et même des contrôles, une forme de contrôle. Avec des services de vérification de la reproductibilité. Alors ce sujet, il est complexe. La reproductibilité, c'est compliqué à mettre en œuvre. Et une reproductibilité parfaite, de bout en bout, si l'on veut, est extrêmement coûteuse et n'est pas forcément pertinente pour tous les projets de statistiques ou de recherche. Néanmoins, il y a un certain nombre d'étapes graduelles. On a une forme d'échelle de la reproductibilité ou d'escalier où chaque marche serait de plus en plus élevée et les premières sont en fait assez douces et coûtent assez peu cher à mettre en œuvre mais vont améliorer énormément la qualité des travaux. Et nous, c'est ce pourquoi on plaide dans de nombreuses formations ou cours qu'on donne avec Romain notamment. Et la première des bonnes pratiques, c'est Git. On en a un petit peu parlé. Et pour nous, Git, pour le coup, c'est le niveau 0 de la reproductibilité. Pas le niveau 1, le niveau 0. Parce qu'en fait, c'est un standard. Il y a un petit coup d'apprentissage à Git, mais une fois qu'on le met en œuvre, il y a des gains énormes de qualité des projets. La reproductibilité, c'est quand même, malgré tout, quand on a des problèmes empiriques de données, c'est quand même assez compliqué parce que il y a des choses qu'on ne peut pas partager dans tous nos projets. Alors je vais revenir dessus, le code, il n'y a pas de raison de ne pas le partager, mais les données, là en revanche, de manière assez logique, toutes les données ne sont pas partageables. On a parlé de données sensibles juste avant, dans la session d'avant. Voilà, vous avez des données qui ne sont pas partageables parce que soit elles appartiennent à des entreprises qui ne vont pas les partager parce que sinon elles perdent leur avantage comparatif, mais vous avez aussi des ménages qui donnent des infos confidentielles. Donc tout ça fait qu'on ne peut pas avoir un partage complet de tous les inputs d'un projet scientifique ou statistique. Néanmoins, alors déjà, il se passe des choses dans le monde de la recherche en France. Le CASD permet quand même un partage plus large de données auprès des chercheurs et donc permet à des chercheurs d'avoir les mêmes données s'ils veulent répliquer le travail d'autres chercheurs sur données françaises.
Mais on peut aussi, il existe aussi des approches à plusieurs niveaux. Je vous ai dit, l'AER, par exemple, ils ont une approche assez exigeante de la reproductibilité parce qu'ils proposent des systèmes de données synthétiques avec des replication packages, parce qu'ils proposent aussi des tiers de confiance. Il y a un papier très intéressant qui est basé sur un exemple français sur ce sujet que j'ai mis en référence. Donc tout ça, ça fait que c'est compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas adopter des bonnes pratiques dans le domaine. Donc la première des bonnes pratiques, c'est de bien choisir son format de données. On l'a dit à plusieurs reprises, Romain l'a dit, le format Parquet. Et on va essayer, au-delà de ça, je vais essayer de vous convaincre que ces bonnes pratiques, elles sont non seulement sur les formats de données, mais elles vont bien au-delà. Hop là, pardon, je me suis trompé de sens. Donc le début des problèmes, c'est en général quand le projet mélange tout, les données, le code, la configuration. Donc vous avez un code qui est à côté de données, on ne sait plus quel code a généré quelles données intermédiaires, quelles données finales, etc. Nous, ce pourquoi on plaide, c'est plutôt le fait de décomposer un projet statistique ou un projet scientifique en 3 grands éléments. Alors c'est plutôt pensé là pour les projets statistiques, mais on a d'un côté les données, ça c'est quelque chose qu'on n'est pas censé toucher en tant que statisticien, les données brutes, voilà, c'est quelque chose qui est en entrée de notre chaîne. À côté de ça, on a le code, et à côté de ça, on a des éléments annexes qui sont indispensables pour que données et code puissent fonctionner ensemble, c'est la configuration. Alors certains éléments de configuration sont partageables, par exemple quel environnement R j'utilise, mais d'autres ne le sont pas. Des secrets d'API, par exemple, pour accéder aux données, des secrets de base de données ne sont pas partageables, mais on peut faire en sorte que le code référence ces éléments sans les divulguer. Je vais vous donner des éléments sur ça. Donc le premier niveau dans le partage et la transparence du code, c'est la lisibilité. Donc ça, c'est une citation du créateur de Python et qui a fait le succès de Python, c'est que le fait de faire un code lisible. Le code est plus souvent lu qu'utilisé. Comme ça a été dit juste avant, le code, c'est un élément de communication de la méthodologie. Et en fait, comme l'a dit, je crois, Romain, c'est bien beau d'avoir des papiers méthodologiques extrêmement détaillés. Si le code n'est pas partagé, en fait, on ne sait pas comment a été en pratique mise en œuvre la méthodologie. Donc, le premier geste à avoir, c'est aussi de faire en sorte de partager son code. Et pour partager son code, c'est mieux s'il est lisible. Il y a des conventions communautaires propres à chaque langage qui existent et des outils simples pour les mettre en œuvre, donc je vous les donne. Par exemple, en Python, c'est Ref. Ref, il va prendre votre code et il va le reformater pour le rendre plus lisible, il va l'aérer, il va vous dire cette variable-là, elle est dans ce format-là, elle ne devrait pas être en majuscule, elle devrait être en minuscule, des choses comme ça. Et ça, rien que ça va rendre votre code plus lisible et vous, ça va vous permettre de plus facilement le reprendre aussi dans le futur, parce que le premier lecteur de votre code, c'est votre vous futur. Le deuxième niveau, c'est la lisibilité de la structure d'un code. Je vous l'ai dit, quand on mélange tout, c'est illisible et ça ne vous viendrait pas à l'esprit de partager un document de travail où vous avez mis les parties à l'envers. Et pourtant, parfois, on voit des projets où tout est de code, où tout est à l'envers. Donc, si on prend à gauche cette partie-là, en fait, on ne sait pas quelle est la nature du projet, enfin, ce qu'il est censé traiter, dans quel sens on est censé prendre le projet, si on veut le répliquer, même si on a tous les inputs, on a toutes les chances de ne pas finir avec les mêmes outputs. Là, on prend un projet un peu plus structuré, on comprend tout de suite, par l'autodocumentation des noms, que globalement, on traite du DPE, les diagnostics énergétiques, que globalement, il y a des données qui sont intermédiaires, qui sont créées par ces scripts-là, qui permettent de générer des outputs, etc. Je n'ai pas le temps de détailler, mais on a une structure beaucoup plus lisible, et ça, pour quelqu'un qui reprendrait votre projet, pour une mise en prod, c'est déjà un grand progrès. Troisième niveau de reproductibilité et de transparence, c'est d'où vient un chiffre. On a un chiffre dans une publication, d'où est-ce qu'il vient? Bon, le premier niveau de transparence, c'est de partager le code qui a généré ce chiffre. Ça va déjà, avec Git, fiabiliser le partage, l'évolution du code. Néanmoins, c'est souvent pas suffisant parce que, en fait,
c'est souvent pas suffisant et donc on va souvent vouloir interfacer le code et le texte qui ont généré un papier. Donc ça, les utilisateurs de LaTeX, ce sont peut-être, enfin de LaTeX ou de Word, peu importe, enfin d'un traitement de texte, se sont parfois peut-être pris la tête au moment des relectures à se dire mais d'où vient, enfin on me demande de corriger enfin on a des doutes sur ce chiffre, j'arrive pas à le reproduire. Mais en fait il y a des solutions pour ça, c'est la programmation littéraire. Donc il y a 2 solutions sur le marché, principalement, 2 solutions open source. Les notebooks Jupyter ou Quarto, je vous recommande vivement Quarto. Les notebooks Jupyter posent plein de problèmes de reproductibilité. Ensuite, et c'est le dernier niveau, la configuration. Donc maintenant qu'on a fait un projet lisible, structuré, versionné, est-ce qu'on a un projet reproductible? Probablement que non. Il faut aller plus loin et partager des éléments de reproductibilité. On a 2 manières de faire. Soit on partage la recette de construction de l'environnement qui m'a permis d'exécuter le code. Ça, c'est ce qu'on appelle les environnements virtuels. Donc en R, ça s'appelle renv, en Python, ça s'appelle UV. Voilà, donc je vous dis comment j'ai constitué mon environnement, voilà. Ou alors encore mieux, et c'est là où on bascule vers le cloud, plutôt que de vous dire comment j'ai fait mon environnement, ben, je vous donne une copie de mon environnement. J'ai déclaré ma recette, je l'ai produite pour vous, voici le plat. Et ça, c'est ce qu'on appelle Docker. Et ça, ben, du coup, c'est la manière la plus fiable d'assurer la reproductibilité, parce que finalement, hop, si je remontre ce graphique, au fond, il s'agit juste de changer la machine qui exécute le code, mais derrière, on va aboutir au même livrable. Et donc pour conclure, et voilà, c'est parfait. Donc on vous a présenté au cours de ces 3 interventions un ensemble d'outils techniques pour résoudre la crise de la reproductibilité. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui sont utilisables pour tous les projets. Il y a un socle minimal qui est simple à mettre en œuvre. Et après, selon les projets, selon leur vocation à être reproduits régulièrement, on va aller plus ou moins loin dans la reproductibilité. Donc c'est avant tout c'est des outils, mais c'est aussi avant tout une démarche à adopter, dont les bénéfices, je pense, si vous avez eu à reproduire le code qui a été fait par quelqu'un et à vous prendre la tête à le reproduire, je pense que vous en voyez les bénéfices directement. Voilà. Bien, merci Lino, merci à tous ceux qui ont présenté. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Là, je me mets en dehors des spots pour voir en fait, c'est pour ça que j'avance. Ah, il y a une main là-bas. Alors, je sais pas, il y en a une là aussi. Alors, je sais pas qui, peut-être la personne qui est devant. Alors, il y a plein de questions. Peut-être la personne qui est devant juste là, ou quelqu'un au fond là-bas. La personne qui a un micro au fond pour prendre la question. Ah, c'est moi? Oui, vas-y. Ok. Merci beaucoup pour les présentations et notamment pour avoir rappelé l'importance d'utiliser Git au lieu de mettre des underscores V1, V2, V3 sur les différents fichiers. Alors ma question, elle est par rapport à la première présentation et notamment donc, sur l'utilisation de R et de Python. Donc je sais qu'il y a eu un langage maison qui a été introduit à l'INSEE il y a quelques années qui s'appelle le VTL sur le retraitement des enquêtes. Et du coup, ma question est pourquoi avons-nous introduit ce langage-là au lieu d'utiliser directement Python ou R? Merci. Je vais prendre la question. Alors VTL, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a beaucoup parlé de communauté. Pour nous, le sujet de la communauté, c'est un sujet qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aller sur un langage, ça suppose aussi intégrer une communauté. VTL, à ma connaissance, la communauté, elle est extrêmement restreinte. C'est vraiment un langage de niche qui a été très poussé, d'ailleurs, au niveau européen par l'INSEE, avec un succès modéré. Donc l'idée est très séduisante sur le papier et je ne conteste pas la pureté conceptuelle de ce qu'il y a derrière. Par contre, il faut être pragmatique, c'est-à-dire qu'on va demander, on va baser nos processus de production self sur un langage. Et si on n'a pas une base communautaire forte sur ce langage, potentiellement on a un problème. Il y a un autre langage maison qu'on a poussé à l'INSEE qui s'appelle le LSE il y a quelques années. Et aujourd'hui, on est en train d'en sortir parce que LSE, c'était aussi une bonne idée sur le papier. Malheureusement, ça reste confiné à l'INSEE. Et donc, du coup, je pense qu'il faut avoir une démarche quand même d'ouverture vis-à-vis du monde et de se poser la question de
Si un langage est largement répandu dans le monde de la data, c'est qu'il y a une bonne raison. Et donc, plutôt que d'essayer de réinventer la poudre, adopter ce langage, moi, ça me paraît être une bonne approche de ce point de vue. Il y avait une question devant. Merci. Une question à l'INSEE, le choix de R, du coup, c'est un choix qui est presque exclusif ou c'est juste un choix par défaut, mais en fait, beaucoup de projets peuvent être aussi en Python ou autre? Alors, le choix de R peut s'expliquer historiquement, puisqu'en fait, le signal qui a été envoyé, donc c'était aux alentours de 2010 à peu près, où le comité de direction de l'INSEE a dit on arrête la monoculture SAS, c'est-à-dire on autorise les personnes qui veulent faire du R ou du Python, ou peu importe, c'est-à-dire on arrête la monoculture. Et c'était aux alentours de 2010. En 2010, très sincèrement, R était extrêmement attractif comparé à Python pour les statisticiens. Et donc, c'est former une communauté d'utilisateurs, puis de formateurs. Il y en a ici, il y a Martin, il y en a plein dans la salle, dans ces années-là, qui a investi R, parce que ça a démarré aux alentours de 2010. Et effectivement, on a, étant donné que la dynamique d'ouverture s'est passée à ce moment-là, on a une dépendance au sentier, très clairement. Certains, je pense à nos collègues du SSM Finances Publiques, ont plus récemment décidé de quitter SAS et ont fait le choix de Python, mais il faut voir ça comme réellement une dépendance au sentier. Et puis après, comme on l'a dit, le sujet du langage, très sincèrement, on espère vous avoir convaincu que c'est une fausse question, quoi. Enfin, c'est pas la vraie question en tout cas. Beaucoup pensent que c'est la question la plus importante. Très sincèrement, c'est certainement la moins importante. Une dernière question ici, peut-être dans la salle. Et après, je crois qu'on a 2 questions en ligne. Oui, bonjour, Elvire Desmoly, je travaille à l'adresse. Merci beaucoup pour cette présentation, j'ai appris des choses. Moi, je voulais poser la question de comment on prend en compte les vieux et vieilles statisticiennes. Parce que j'entends que la question du langage n'est pas la question, que le statisticien est multilingue, mais en fait, on ne parle pas de tout le monde et on n'est pas tous multilingues. Et changer de langage tous les ans ou tous les 2 ans, c'est pas simple en fait, et on ne prend pas en compte le vieillissement des gens qui travaillent. Voilà, c'est pas aussi simple à 25 ans de dire tiens, je change de langage, tiens, j'en apprends un autre, que plus tard. Voilà. Donc comment on fait pour que ça puisse, on puisse suivre quand on fait des exploitations statistiques et qu'on n'est pas informaticien ou qu'on n'a pas une appétence à lire des articles ou à apprendre des langages sur son temps libre. Voilà. Donc c'est une vraie question. Et je pense que soit on décide que les plus vieux et les plus vieilles on les met dans des services RH ou je sais pas, ou soit comment on fait. Voilà. Bon, juste à l'adresse, on a des collègues super qui font des ateliers R toutes les semaines. C'est des ateliers R, c'est pas des ateliers Python. Donc moi, je trouve ça très difficile et moralement, c'est très difficile. De dire je rame, je m'y mets, j'ai des collègues sympas qui viennent me faire du tutorat et tout ça. Et là, on me dit tu fais du deployer, mais non, arrête, c'est n'importe quoi, faut pas faire ça, ça peut... Voilà. Et puis on me dit l'année prochaine, ce sera Python, puis après, ce sera Julia et tu seras Asbin. Donc voilà, je veux savoir comment on fait pour les vieilles et les vieux. Ouais. Alors, ouais, je vais essayer d'être rapide. Alors moi, je suis, à l'UNICI, il y a la modernisation du self. Donc c'est un vrai sujet pour nous et notre ambition, c'est d'embarquer tout le monde. Et pour reprendre tes mots, Elvire, y compris les vieux. Le but, c'est pas c'est que les statisticiens, quel que soit leur âge, continuent à pratiquer leur métier. Après, c'est un vrai sujet. Ce qu'on dit, nous, c'est que oui, le langage, effectivement, il est appelé à évoluer et que c'est un vrai sujet. Mais de la même manière que quand tu as une question méthodologique, tu vas aller voir les méthodologues. Tu n'es pas obligé de maîtriser les arcanes d'un langage et d'être absolument multilingue, fluent pour passer d'une solution à une autre. Donc il y a un sujet d'ingénierie, c'est-à-dire que
Ce qu'il faut qu'on se mette en posture de faire, c'est de reconceptualiser nos chaînes de manière à ce qu'on puisse prendre les problèmes morceau par morceau et que ce soit du coup beaucoup plus facilement résoluble. Ça, c'est la première réponse. Ensuite, il y a évidemment des actions de formation. Il y a l'intelligence artificielle qui, l'air de rien, quand même, peut aider, y compris les moins à l'aise. Il n'en demeure pas moins que dans le monde SAS comme dans le monde R ou Python, le sujet du langage, c'est un sujet central pour le statisticien dans le sens où il code. Et donc le code reste quand même, on va dire, l'actif principal du statisticien. Et ça, quel que soit son âge. Merci. On va prendre une question en ligne, parce qu'il va falloir qu'on rende la salle. Une question en Zoom pour vous quatre messieurs, ça peut s'adresser à chacun d'entre vous concernant la formation, pour continuer dans ce que tu viens d'évoquer, Pierre. Vous avez parlé d'utilisation de Python dans différents projets. Ça pose la question de la formation à un de nos spectateurs en Zoom. Il y a une belle belle offre de formation interne à l'INSEE et dans d'autres SSM en R. Est-ce qu'il est prévu de développer le même type de formation en Python et aux bonnes pratiques de développement telles que vous les avez présentées cet après-midi? Oui, merci pour la question. Alors oui, on a pour principe avec Lino de toujours mettre nos formations en open source. Pour le coup, elles le sont. Donc notamment, il y a une formation d'initiation à Python qui est effectivement donnée à l'INSEE dans le cadre de la formation officielle en auto-formation, mais qui est absolument disponible à l'extérieur. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de relais autre que la donnée et qu'elle se redonne un peu en mode effet boule de neige, c'est un peu notre stratégie. Mais ceci dit, elle existe et elle est disponible à tous. Et globalement, sur le SSP Cloud, donc l'infrastructure dont on parlait, qui peut intéresser tout le monde, il y a un catalogue de formation open source qui, je pense, couvre une large partie de tous les thèmes qu'on a couverts aujourd'hui et qui est accessible à tous, et en général en auto-formation. Donc voilà. Après, dans le cadre de la formation, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, et il y a des formations données à des publics différents qui sont pensées thématiquement différemment. Par exemple, on a des formations aux bonnes pratiques qui sont pensées pour les statisticiens, mais aussi des formations pour les managers qui ne vont pas forcément mettre les mains dans le Git, mais qui ont besoin de savoir pourquoi on fait du Git, comment les agents vont faire, où il faut aller, vers où les renvoyer. Donc c'est vraiment un ensemble, comme l'a dit Romain, le prix de l'autonomie. Il y a un prix, mais on a quand même investi pour réduire le coût. Et donc, comme l'a dit Romain, une grosse partie est déjà disponible sur le portail de formation du SSP Cloud. Allez-y, c'est très très bien fait. Eh bien, merci beaucoup à tous et merci à toutes et à tous donc, pour votre attention. Alors, hop.